Bonsoir et bienvenue pour cette table ronde sur la transition énergétique et l'inscription du projet REC Solar dans le cadre de la stratégie française de transition énergétique. C'est notre deuxième rendez-vous de la concertation préalable organisée par la CNDP. Je vous rappelle très rapidement que la concertation a démarré le 14 décembre, qu'elle se poursuivra jusqu'au 8 février, que l'on a un certain nombre de rendez-vous. Samedi dernier, c'était l'ouverture avec la réunion publique. Aujourd'hui, nous avons une table ronde, on va y revenir en détail. Le 23, un atelier sur les risques et le suivi du projet. Le 30, une réunion sur l'impact économique local, la création d'emplois. Et le 4 février, la réunion de clôture. Pendant toute cette période, vous pouvez contribuer sur le site de la concertation, poser toutes les questions que vous souhaitez et l'opérateur REC Solar y répondra comme il a déjà commencé à le faire. Ce soir, nous allons parler de la stratégie énergétique, de transition énergétique en France et en Europe. Et pour cela, il y a un certain nombre d'invités que je remercie. Je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent. Mais tout d'abord, je vais donner quelques minutes la parole à Djemil Seber, le directeur Europe de REC Solar, pour qu'il nous dise quelques mots d'introduction de la réunion. Djemil, vous avez la parole. Merci beaucoup, Renaud. Bienvenue à tous. Je suis très content d'organiser ce débat pour répondre aux questions de nos spectateurs concernant le projet de REC Solar en France. Je suis le représentant du groupe. Je suis directeur général de REC Solar basé ici à Magne. Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir être là avec vous, vu les circonstances sanitaires. Je suis ici par visioconférence et je suis sûr que les moyens techniques dont nous disposons, tout va bien se passer par visioconférence. En deux mots, juste pour rappeler, le groupe REC est un fabricant de panneaux photovoltaïques fondé en Norvège en 1996. Nous opérons des usines en Norvège, à Singapour. Et Singapour, c'est là où se situe notre principe de fabrication de cellules photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques. Notre objectif avec ce projet de Ambach est de l'implanter en France pour une usine qui serait les plus grandes, sinon la plus grande de production de panneaux photovoltaïques en Europe. Et j'espère qu'on pourra en débattre l'utilité de ce projet pour la France et pour l'Europe durant ce débat. Merci. Merci Djemil. Je vais me retourner vers nos deux invités. Alors tout d'abord, Xavier Daval, vous représentez le CER, c'est-à-dire le syndicat des énergies renouvelables, les industriels de manière générale. Donc je vais vous demander de vous présenter, puis de nous présenter rapidement le CER. Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Xavier Daval, je suis vice-président du syndicat des énergies renouvelables et je préside la commission solaire. Le syndicat des énergies renouvelables, le SER, c'est le syndicat qui regroupe les acteurs économiques, industriels des énergies renouvelables au sens large, c'est-à-dire qu'on y retrouve les gens du solaire, les gens de l'éolien, de l'hydraulique, de la biomasse, etc. Et puis un certain nombre de fonctions transverses comme les réseaux électriques, comme les zones insulaires qui sont particulièrement concernées par les énergies renouvelables, etc. Et parmi les acteurs, en fait, on regroupe à peu près 400 entreprises qui vont des plus grandes entreprises françaises comme le sont EDF, Total ou Engie, et puis des entreprises intermédiaires, quelques très beaux champions, notamment dans le solaire, des entreprises comme Neoen par exemple, qui travaillent mondialement aujourd'hui, qui sont des ETI, et puis on va jusqu'à des entreprises plus modestes, entre guillemets, comme la mienne. Moi je suis un élu professionnel, et je préside une petite entreprise d'expertise solaire de 10 personnes. Donc vous voyez, entre EDF et une entreprise de 10 personnes, on a à peu près toute la représentation du tissu vif qui vit des énergies renouvelables. Merci, on va y revenir sur la position du CER sur ce projet. Marc Gildlichka, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, mais
je vais m'entraîner. Voilà, vous représentez le Clair. Alors on est plutôt du côté des associations. Le Clair et d'autres associations. Donc je vais vous demander de vous présenter et de présenter les associations que vous représentez aujourd'hui ici. Alors le Clair, initialement, c'était le Comité de liaison des énergies renouvelables. C'est une association qui a été créée en 1984, donc elle est déjà ancienne. Elle est devenue le réseau pour la transition énergétique en 2010 pour signifier qu'elle ne s'occupait pas que de l'énergie renouvelable, mais elle s'occupe d'une manière générale de la mise en œuvre de la transition énergétique dans les territoires. Donc on fédère plusieurs centaines d'adhérents qui sont des associations, mais aussi des collectivités locales, des petites entreprises, des artisans, des organismes de formation, enfin c'est très varié. Et notre sujet, c'est vraiment la mise en œuvre concrète dans les territoires, en accompagnement de tous les acteurs locaux sur la transition énergétique. Et je suis vice-président du Clair depuis quelques années maintenant, et au titre je suis directeur général d'une association qui est locale, qui est à Lyon, mais qui a une ampleur nationale, voire internationale, qui est pionnière dans le photovoltaïque. On a fait le premier raccordement au réseau du photovoltaïque en France en 1992. C'était un tout petit système de 10 kW. Et depuis, on a développé une expertise sur tous ces sujets-là. Notre objectif, c'est le développement du photovoltaïque à très grande échelle en France et dans le monde, parce que c'est une technologie qui, évidemment, est très prometteuse. Et nous animons un site qui est financé par l'ADEME, donc l'Agence de la transition énergétique nationale, qui est un site d'information objective indépendante. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le photovoltaïque. C'est simple, photovoltaïque.info sur Internet. Vous tapez photovoltaïque.info. Vous avez accès à des informations vérifiées, garanties et neutres et indépendantes. Et puis par ailleurs, à titre personnel, je suis membre d'une autre association qui s'appelle Negawatt et qui, elle, fait de la prospective. On élabore des scénarios à des horizons de 2050, 2060, voire au-delà, de l'évolution du système énergétique vers la neutralité carbone, vers la lutte contre le changement climatique et, on va dire, de manière générale, un système de développement durable du point de vue énergétique. Et donc, on élabore des propositions, des visions de très long terme sur ces sujets-là. Merci. Donc, tout à l'heure, on discutera autour de deux positions qui sont peut-être concordantes à certains moments, divergentes à d'autres, on verra. Avant de passer à la présentation de notre troisième intervenant, je vous rappelle à tous que vous pouvez poser des questions. Dès maintenant, le QR code est en train de s'afficher à l'écran. Vous le voyez. Il vous suffit de scanner le QR code sur votre téléphone. Vous rentrez sur une application qui vous permet de poser des questions. Bien sûr, les questions ce soir porteront plus sur la transition énergétique, le projet REC Solar dans la transition énergétique. Et dans la deuxième partie du débat, nous répondrons à toutes les questions, à une grande partie des questions que vous voudrez bien nous poser. Notre troisième intervenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce débat, cette concertation préalable est organisée par la Commission nationale de débat public. Donc Bernard Christin est le garant, il représente la Commission nationale de débat public. Il va vous expliquer le rôle de la Commission nationale de débat public et son rôle en tant que garant. Bernard Christin, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc depuis les années 90, la démocratie participative s'est imposée à la fois comme un enjeu social, un enjeu politique et un droit. Et la Commission nationale du débat public a été créée en 1995 pour répondre à cet enjeu-là. Et la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, est devenue ensuite, en 2002, une autorité administrative indépendante. Donc le rôle de la CNDP est de défendre le droit à l'information et à la participation des citoyens pour l'ensemble des projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement. Pour mener la concertation du projet REC Solar, la CNDP a nommé 2 garants, moi-même et Isabelle Jarry, pour piloter donc cette concertation. Notre rôle en tant que garant, nous sommes neutres, indépendants du maître d'ouvrage. Et l'ensemble du site internet reprend nos coordonnées. L'ensemble des documents diffusés sur la concertation reprennent nos coordonnées. Donc nous sommes joignables directement donc, par chacun des participants à la concertation. Notre mission est d'assurer une concertation sincère et une concertation en confiance. Nous veillons à ce que l'information donnée par le maître d'ouvrage, par le responsable du projet, donc REC Solar, soit accessible, complète, compréhensible et la plus transparente possible. Notre mission également est de veiller à ce que les échanges et la confrontation des points de vue soient les meilleurs possibles, de la meilleure qualité possible et surtout aussi les plus argumentés possibles. Nous veillerons également à ce que la parole de tous soit entendue.
Donc l'action de la CNDP vise à ce que chacun puisse s'exprimer sur l'opportunité même du projet, ses caractéristiques et ses impacts. Durant la concertation, les garants que nous sommes veillons à la bonne information et à la qualité des débats. Au terme de la concertation, nous ferons un bilan qui sera rendu public, bien sûr, et le maître d'ouvrage aura 2 mois pour répondre à ce bilan. Autre point, pour conclure, les valeurs de la concertation à laquelle nous veillons, c'est qu'elles soient transparentes, argumentées et qu'elles permettent au maximum de public de s'inclure et de participer le plus activement possible. Donc, et notre rôle en tant que garant également est d'être toujours indépendant, neutre et disponible pour l'ensemble, aussi bien pour le maître d'ouvrage que les participants, pour amener une concertation fructueuse et au final en confiance, pour donner confiance à la démocratie participative qui représente un véritable enjeu de société aujourd'hui. Merci. Donc pendant le débat ce soir, si les réponses aux questions ne sont pas assez précises ou ainsi de suite, le garant pourra intervenir pour nous demander de préciser ou pour vous demander de préciser votre propos ou de répondre précisément à la question posée. Il n'hésitera pas à vous stimuler. Voilà, tout à fait. Donc voilà, nous sommes environ pour 1h30 ensemble, un temps de présentation et de questions et de débat, et après on prendra les questions du public au fur et à mesure qu'elles arriveront. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les documents, les outils qui permettent au public de s'informer, il y a bien sûr le site internet, il y a un dossier de concertation, il y a des registres dans les mairies du territoire, des 44 communes, celles de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence et les communes et certaines communes de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu qui permettent au public de déposer des avis, de contribuer et de poser des questions sur le site internet auxquelles nous nous engageons à répondre. Donc on va commencer la table ronde, voilà, et je vais d'abord me tourner vers le porteur de projet, vers Djemil Seber. Djemil, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement le projet que vous portez sur la commune d'Ambach? D'accord. Donc, la Société Solaire France porte un projet de construction d'usine de production de panneaux photovoltaïques. Il est important de préciser que c'est une usine de fabrication de panneaux et de cellules photovoltaïques et non une installation de panneaux photovoltaïques comme il a été dit dans certains médias. Donc, je voulais vraiment préciser le fait que c'est une usine de fabrication et non une installation de panneaux voltaïques. Donc, cette nouvelle usine va nous permettre, à nous et groupe, d'assurer la croissance de la production de panneaux voltaïques de notre groupe. Aujourd'hui, à Singapour, on produit à peu près 1,5 giga de panneaux, à peu près à 3,5 millions, 4 millions de panneaux solaires. Et l'usine de Ambach va certainement permettre d'être dans un premier temps doublé, dans un deuxième temps triplé, quadruplé cette production. Quelques mots peut-être concernant le site de Ambach et pourquoi il est notre choix premier aujourd'hui. Tout d'abord, c'est un site dans une position géographique privilégiée, à proximité de l'Allemagne et bien connecté au reste de l'Europe. L'Allemagne est un des plus gros marchés européens. C'est aussi important pour nous. C'est une zone industrielle déjà existante qui permet d'éviter la consommation d'espaces naturels ou forestiers. C'est un site industriel qui est clé en main, c'est-à-dire qu'il assure la disponibilité pour nous immédiatement, ce qui est important aussi. Et c'est un terrain qui est relativement éloigné des tables et accessible sans traverser des zones habitables, qui est aussi important, je pense, pour les riverains. Concernant le projet même, il est prévu en phase. Dans une première phase, c'est 2 gigawatts de production, ça représente à peu près 4,5 millions de panneaux photovoltaïques, 1500 emplois à la clé pour un investissement de presque 700 millions d'euros. Plus précisément, on en est à 680 millions d'euros. Donc ça, c'est une phase prévue, construction, deuxième moitié 2021, de la production vers la deuxième moitié de 2022, donc 1 an de temps de construction.
Dans une deuxième phase, on espère aller jusqu'à 4 gigawatts de production, ce qui représente un double la capacité de la première phase, 9 millions de panneaux photovoltaïques, plus de 2500 emplois à la clé au bout de la deuxième phase et plus d'1 million d'investissements. Donc en tout et pour tout, ce serait une usine qui aujourd'hui certainement la plus grande planifiée et construite en Europe. Pour vous donner un ordre de grandeur, je sais que je vous donnerai peut-être dans beaucoup de chiffres, mais c'est important. 4 gigawatts de panneaux solaires, c'est l'équivalent en production d'électricité d'un réacteur du nucléaire d'à peu près 900 mégawatts en France. Et peut-être pour en terminer, nous travaillons en vue de prendre une décision sur ce sujet vers la mi-mars. Donc, il y a des considérations administratives et des considérations stratégiques. Et on est en train de travailler pour prendre notre décision d'ici à peu près 2 mois. Merci pour cette présentation. Il y a une question qui se pose et que l'on nous pose sur le site internet. Quelles sont vos intentions? Pourquoi, alors que la majorité des panneaux photovoltaïques sont produits plutôt en Asie du Sud-Est, voilà, pourquoi venir s'installer en France? Quelles sont les intentions? Quelle est la stratégie de REC? Tout d'abord, à la base, et j'ai eu le de le rappeler, et je vais le faire encore une fois, nous sommes à la base une entreprise européenne, norvégienne, pour qui l'Europe a toujours été un marché très très important et stratégique. Donc c'est un marché très très important sur lequel on est depuis 24 ans et on produit des panneaux solaires depuis presque 13-14 ans aujourd'hui. La construction de cette usine va tout simplement nous permettre d'accroître la capacité de production aujourd'hui et d'être beaucoup plus proche de ce marché européen qui est très important pour nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les panneaux solaires que nous vendons en Europe sont acheminés à partir de Singapour avec un délai de 4 à 6 semaines. Donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus proche de notre marché principal. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes un acteur qui prend très très à cœur la transition énergétique et nous voulons certainement participer à cette transition énergétique, surtout après l'année qu'on vient de vivre, pour faire photovoltaïque une source d'énergie principale. Nous avons aussi d'autres raisons. Nous avons un très bon partenariat avec la INES, qui est l'Institut national d'électricité, de l'énergie solaire, avec lequel on travaille sur cette technologie main à main, et c'est quelque chose et un atout pour la France et un atout pour nous d'être présents sur le site, qui aura aussi un département de recherche et développement en France pour améliorer cette technologie et aider à la transition technologique. Djemil, vous intervenez dans le débat quand vous le souhaitez. Je vais d'abord poser quelques questions à M. Daval et M. Jedlička. Quand vous voulez, vous intervenez. Il n'y a pas de souci. On a une petite demi-heure là pour poser le cadre. Voilà. En parlant de cadre, quel est le cadre réglementaire en France, en Europe, autour du photovoltaïque? Quelle est la stratégie française? Comment ça s'organise sur le territoire français d'abord, européen ensuite? Alors je vais faire l'inverse, parce que pour moi je pense que c'est d'abord l'Europe. En fait, la France est un des moteurs de l'Europe. D'ailleurs, elle l'a montré, j'allais dire, à la COP21 à Paris, quand elle a réussi à obtenir une signature mondiale de l'ensemble des pays qui étaient présents vers cette volonté de prendre maintenant à bras le corps le problème du réchauffement climatique et de la transition énergétique. Et dans les missions de l'Europe, depuis le début, on a un objectif d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. 2050, ça peut paraître très très loin pour les gens qui nous regardent, mais en vérité, quand on voit le temps qu'il faut pour déployer des outils industriels, monter en capacité, monter en puissance, etc., déployer ces infrastructures sur les différents pays, tout ça prend beaucoup de temps. Ce qui veut dire qu'il n'est pas trop tard, mais il est urgent
de commencer à faire les choses et de faire les choses à la bonne échelle. Donc d'abord l'Europe pour moi, et le discours de notre nouvelle présidente Madame van der Linden au mois de juillet a tracé la route en privilégiant l'accès à des nouvelles énergies, en privilégiant l'accès à l'électricité, et vraiment en rappelant les objectifs de décarbonation de notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, l'Europe consomme encore, dégage beaucoup de carbone et utilise encore beaucoup de produits carbonés dans ses usages de l'énergie, à travers tous les usages. Je ne vais pas rentrer dans tous les débats, c'est vite compliqué. Donc l'Europe nous dit, elle est là. La France, qui est parmi les bons élèves en termes d'émissions carbone, fait les choses. Mais la France, jusqu'à présent, a été peut-être, est rentrée doucement dans les énergies renouvelables et dans le solaire. Et on le voit, par exemple, si je vous donne quelques chiffres, sans vouloir non plus assommer tout le monde avec les chiffres, la France, aujourd'hui, a installé 10 gigawatts de panneaux solaires. 10 gigawatts, quand l'Allemagne en a déjà installé 52. Et il faut qu'on change de vitesse. Et pour ce faire, la France a décidé, dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, elle trace la route et elle donne un objectif à 5 ans, un objectif à 10 ans. Alors un double objectif à 10 ans, c'est-à-dire une fenêtre de tir entre deux valeurs. Les objectifs que nous avons à atteindre sont, pour 2028, d'être entre 31 gigawatts et 50 gigawatts. Donc ce sont les objectifs que nous avons à atteindre maintenant dans 8 ans, même pas 7. Ils sont là tout de suite, et ça veut dire qu'il va falloir qu'on change de rythme. Aujourd'hui, jusqu'à présent, ces 3-4 dernières années, nous faisons à peine 1 gigawatt par an. Il faut passer à 2, et très vite, il faudra passer à 4. Ça veut dire que si la France, à elle seule, va consommer 4 gigawatts de panneaux solaires dans 3 ans, avoir sur son territoire un acteur qui a une capacité de 2, bientôt 4, je veux dire, il va naturellement trouver son marché. Sachant qu'en vérité, si on revient à l'Europe en termes de la perspective, on s'aperçoit que grosso modo, le marché européen aujourd'hui, c'est 18 gigawatts par an qui sont installés, et que d'ici 2 à 3 ans, on passe à 25. Donc si on dilue, entre guillemets, l'usine de RSC, la capacité de cette usine de RSC sur la plaque européenne, c'est un 6e. Ça veut dire que ce n'est pas un marché protégé, ce n'est pas un marché captif, mais c'est un acteur qui a compris que le 2e marché mondial après la Chine va devenir le marché européen. Alors le marché européen, parce que nous sommes des Européens, parce que finalement nous sommes tous des Gaulois dérivés, c'est un marché fait de petits villages, le petit village français, le petit village espagnol, le village belge, le village allemand, le village, etc. Très bien, mais nous sommes Européens. Et que d'un point de vue économique, c'est un seul territoire, libre circulation des biens et des personnes. Et donc, finalement, c'est terrible de voir qu'il aura fallu que de l'extérieur, de la Norvège, nous vienne quelqu'un qui se dise c'est pas idiot de venir en France. D'accord. Alors, il me tend la perche pour compléter. Il vous tend la perche. Moi, j'avais 2 petites questions. Le retard de la France, enfin, la lenteur, un petit peu, vous partagez en tant bien que... sûr. Voilà. Et puis la deuxième question, c'est... REC Solar, comment ça se situe par rapport à tout ça? Alors déjà, sur le photovoltaïque, il faut savoir que c'est un Français qui a découvert l'effet photovoltaïque, c'était Edmond Becquerel en 1864. Donc on avait de l'avance sur tout le monde. Dans les années 80, on avait 2 grandes entreprises, à l'époque par rapport aux autres, qui étaient leaders parmi les 4 premières mondiales. Il y avait 2 Français, on était leaders, et la France a renoncé en fait à ce leadership sur le photovoltaïque, qui était historique. On a une technologie, on avait des solutions, etc. Elle s'est mise en recul pour des raisons qu'on pourra expliquer, mais que ça prendrait du temps. En tout cas, aujourd'hui, moi, je pense que c'est vraiment important, ce retour du photovoltaïque. Alors, bon, c'est des Norvégiens, c'est pas grave, pour moi, c'est des Européens de toute façon. Et ça, il faut comprendre aussi que le photovoltaïque, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est un avenir absolument certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus, quand on a commencé, nous, en 92, à raccorder au réseau, on nous prenait vraiment pour des fous. Aujourd'hui, tout le monde sait, tous les utilisateurs savent que le photovoltaïque sera la première
technologie de production d'électricité dans l'avenir et pour une durée très longue, parce que ses fondamentaux sont très simples. La matière première, c'est le soleil. C'est un réacteur thermonucléaire qui fonctionne, qui gère ses déchets, etc., qui ne nous envoie que ce qu'il faut. Et celui-là, il est pour 4 milliards d'années. La matière première, c'est le silicium, c'est une partie du sable, donc il y en a une infinité. Donc on peut y aller. Alors évidemment, c'est une industrie, il faut des usines, il faut des transformations, etc. Il y a des impacts et c'est pas neutre. C'est pour ça que la transition énergétique, c'est pas seulement de produire du renouvelable, c'est aussi d'économiser l'énergie. Numéro 1, sobriété. Numéro 2, efficacité. Numéro 3, renouvelable. Donc quand on met tout ça dans un pot, on agite, on a un scénario. Alors pour la France, on peut dire, on sait que en phase d'équilibre, on va dire à horizon 2050 ou par là, et pour l'avenir, il faudra à peu près entre 120, 130 à 150 gigawatts installés de photovoltaïque en France, qui feront à peu près entre 20, 25%, 30% de l'électricité. L'éolien aura une plus grande part parce que c'est plus gros. Donc on voit le pas qu'il y a à franchir. Et aujourd'hui, avec notre même pas 1 gigawatt par an, on est vraiment des petits pas. Il faut savoir que la France est le 27e pays sur 27 pour le respect de ses engagements de développement des renouvelables à horizon 2020, des engagements qui ont été pris en 2010 devant la Commission européenne. On a signé et on n'a rien fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir des industriels qui viennent en France pour nous booster et nous obliger à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire quand même. Je me permets une question peut-être pour l'ensemble des gens qui nous suivent. De manière très concrète, sur ma maison, je mets des panneaux photovoltaïques. Ça amène quoi dans notre climat ici? Alors, ça amène de l'électricité. En fait, quantité? Il y a deux manières de le voir. Alors en quantité, si je couvre à peu près 30 mètres carrés par ici de toit avec des panneaux photovoltaïques, je vais produire à peu près tout ce que je consomme sur l'année, sauf si je suis en chauffage électrique. On élimine le chauffage électrique, mais tout le reste, on va le couvrir à peu près avec 30 mètres carrés. Voilà, 25-30 mètres carrés. Ce qui est peu. Et si on peut mettre plus sur la maison, c'est encore mieux, parce que si on ne consomme pas soi, c'est le voisin qui va consommer. Et le réseau est un instrument extraordinaire de mutualisation, de socialisation, d'économie, d'efficacité. Et donc le fait de produire plus que qu'on consomme, c'est pas grave. Au contraire, c'est très bien, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas consommer. Ceux qui sont dans les immeubles, par exemple, ne peuvent pas avoir... Toujours par rapport à des questions qui nous sont souvent posées, ça c'est vrai même quand on n'est pas à Marseille. Mais bien sûr. Alors on produira plus à Marseille qu'à Paris ou à Dunkerque, évidemment. Mais ça, le photovoltaïque aussi est quelque chose d'extraordinaire parce que la baisse des coûts est constante depuis plus de 30 ans. Avant, c'était réservé à la conquête spatiale, c'était réservé à des applications très compliquées. Aujourd'hui, l'industrie a progressé. Alors il y a la taille des usines qui a compté. Mais il y a aussi des raisons industrielles. On fait des cellules plus fines, etc. La baisse des coûts du photovoltaïque, c'est vraiment un phénomène extraordinaire aucune autre industrie n'a vu ça sur une aussi longue période. Donc aujourd'hui, on est un petit peu entre deux, c'est-à-dire qu'il est rentable au niveau des pays très ensoleillés. Au niveau tropical, il est compétitif avec toutes les autres énergies, y compris le charbon. Chez nous, ça viendra bientôt. Voilà. D'accord. Vous vouliez réagir par rapport à ça? En fait, je pense que effectivement, ce que dit Marc est tout à fait vrai. Le solaire, d'abord, est promis à un avenir radieux. On peut le dire, c'est une trivialité, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça va devenir la source d'électrification de la planète au sens le plus vaste possible, parce que, comme le disait Marc, c'est excessivement robuste, c'est pas cher. C'est facile de mise en œuvre, ça dure longtemps, etc. Donc ça a plein d'atouts intrinsèques qui en font une énergie particulière. Alors, bien évidemment, c'est intermittent. Bien évidemment, cette intermittence, il y en a deux. Il y a jour-nuit, j'ai pas d'électricité la nuit, et puis il y a été-hiver, j'ai plus d'électricité qu'en hiver. Mais c'est là qu'interviennent les logiques de mutualisation, de stockage, etc., qui vont pallier à ça. Mais au premier ordre, je voudrais qu'on comprenne que si nous, les sociétés riches, nous investissons dans les outils, dans les usines, dans la R&D, pour faire avancer cette technologie, recherche et développement. C'est-à-dire quand nous faisons avancer ces technologies, grâce à notre richesse, nous sommes riches, nous faisons baisser le coût de ces panneaux solaires de manière à ce qu'ils deviennent accessibles universellement. Et ça, c'est magique. Ça veut dire que nous avons quelque part une responsabilité d'accélérer le progrès de ce photovoltaïque.
pour que le monde, mais que les pays en voie de développement, que les pays qui sont dans la misère, qui n'ont pas d'infrastructure électrique, qui n'ont pas d'électricité, et qui dit pas d'électricité, dit pas d'activité, pas d'éducation, pas de santé, etc., puissent y accéder parce que, devenant de moins en moins cher et étant très facile à mettre en œuvre, ils en seront peut-être aussi les premiers bénéficiaires comme nous. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et si je veux juste donner une illustration de la baisse des coûts dont parlait Marc, parce qu'elle est difficile à percevoir, en l'espace de 10 ans, alors on baisse depuis que le solaire existe, mais si je prends juste les 10 dernières années, en 2011, 1 watt de panneaux photovoltaïques, de cellules photovoltaïques, 1 watt coûtait 1,30 €. 1,30 €. Aujourd'hui, 20 centimes. Et 1,30 €, 20 centimes en 10 ans, c'est une chute, mais on a du mal à le saisir. Alors je vais parler à un exemple que je pense beaucoup de jeunes vont comprendre. En 2011, le téléphone qu'il fallait avoir, c'était un iPhone 4. Et il valait 680 €. Aujourd'hui, ça veut dire que le téléphone qu'on va acheter, c'est-à-dire un iPhone 12, il devrait être vendu 80 €. Je ne crois pas que ce soit le prix qui soit dans les boutiques à la pomme. C'est 10 fois. Moi, je vous écoute parler, je trouve très intéressant. J'ai envie de poser une question. Pourquoi cet avenir radieux va si doucement ? C'est un particularisme français. Monsieur Gétisca, c'est un particularisme français où on est dans un pays qui aime bien compliquer les choses. On a des strates administratives, alors toutes les énergies renouvelables le subissent. Hein. On peut dire qu'il y a une mauvaise volonté d'y aller. C'est assez évident. On nous rajoute des couches de réglementation, de complexité. Au début, on nous accusait de vouloir tuer les agents d'EDF, qui est devenu Enedis maintenant. Il y a vraiment une réticence parce qu'on a un système électrique qui satisfait beaucoup de monde, ça marche, etc. Ça fonctionne et puis ça ne fait pas de carbone, etc. C'est quand même pas non plus une technologie, pour parler du nucléaire, qui est durable au sens d'écologique. Hein. C'est-à-dire que ça produit des déchets, ça fait des explosions. De l'uranium, il y en a pour un certain temps, mais pas pour très longtemps, etc. Donc il y a une réticence, un frein français culturel, j'ai envie de dire, mais c'est dommage pour notre pays. Mais ça fait rien au solaire, ça n'arrêtera pas le mouvement de l'énergie solaire. Et ça, ceux qui, en France, essayent de lutter contre, doivent l'entendre. Monsieur, en réaction, parce que vous avez le même regard. Oui, alors je n'utiliserai peut-être pas les mêmes analogies. Je ne sais pas s'il y a une mauvaise intention. Je dirais peut-être que dans la culture française jacobine, on a pris l'habitude de tout centraliser, de vouloir décider. C'est-à-dire qu'on préfère un système où on appuie sur un bouton marche-arrêt à la commande qu'un système qui dépend de la nature. Donc, par culture, et puis le goût de la complexité de l'ingénierie française nous a amené à des technologies très très fantastiques qui font rêver, maîtriser l'atome, etc. Je peux entendre tout ça. Et on a un parcours et on a une industrie et on a développé beaucoup de choses. Mais on n'arrêtera pas le cours de l'histoire. Les centrales nucléaires ne seront pas la solution technique pour énergifier certains pays et territoires d'Afrique. Ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'il faut aussi penser que si on veut que notre pays soit partie prenante de la révolution énergétique qui est en cours, il faut que nous soyons pas seulement des consommateurs de panneaux solaires, mais des acteurs. Et aujourd'hui, le projet qui nous est présenté par RSE, pour moi, c'est l'opportunité magique, parce qu'à partir du moment où la France aura, je dirais, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire dans la fabrication, dans la logique, tout notre système administratif, toutes nos réglementations, tous nos regards seront là pour se dire « Ah oui, tiens, on voit que ça coince un peu », parce qu'on sera en train de le faire. Alors que tant qu'on n'y touche pas, on se sent très très bien. C'est en étant acteur qu'on aura d'ailleurs la légitimité pour parler sur la table internationale des réglementations, de la normalisation, des certifications. Alors que si on est juste des consommateurs, on n'est pas invité. Alors, c'est parfait. Je m'adresse juste à ceux qui nous regardent. Vous posez beaucoup de questions, il y en a déjà toute une paquet de questions. On va répondre prioritairement tout à l'heure aux questions qui concernent le thème du débat, parce qu'il y a des questions qui portent sur d'autres sujets liés au projet, sur quand c'est qu'on verra la maquette de l'usine, et ainsi de suite. Bien sûr, vos questions seront traitées. Sur le site internet, on y amènera des réponses, mais ce soir, on va privilégier les questions qui sont liées à notre question transition énergétique, place de cette usine dans la stratégie française. Et si vous pouvez réserver vos questions au site, ça serait mieux. Mais si vous les posez là, il n'y a pas de souci, on y répondra sur le site internet ou lors des autres rencontres. Bernard Cresta ? Oui, une précision, vous avez parlé du retard français d'un point de vue rétrospectif, je crois que c'est évident, et d'un point de vue prospectif, puisqu'on a évoqué la neutralité carbone à 2050,
mais l'Union européenne et la France en moteur aussi, je crois, a posé au mois de décembre moins 55% en 2030, ce qui est énorme en tant que tel. Donc est-ce que ce retard français et les décisions qui ont été prises françaises et européennes tout récemment ne changent pas, il ne faut pas qu'on est obligé de changer de paradigme en fait? Oui, on est obligé, mais le problème c'est qu'on aura déjà dû être obligé la fois d'avant, parce que cet objectif à 55 il était de 40 avant, et la France est en retard. Elle est en retard sur sa production renouvelable, ce qui peut se comprendre parce qu'avec la culture nucléaire, etc., mais elle est aussi en retard sur ses objectifs d'économie d'énergie et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on fait peut-être mieux que d'autres, on n'est pas les les élèves de la classe, mais ce n'est pas une raison. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore beaucoup d'efforts à faire, et les renouvelables, très clairement, là, la France est vraiment en retard, quoi. Elle est sur ses propres objectifs, hein, je ne dis même pas sur les objectifs européens. On est à 700 mégawatts installés, donc 0,7 gigawatts, puisqu'on parle en gigawatts depuis tout à l'heure, l'année dernière. Pour remplir ces objectifs 2028 de la PPE dont parlait Xavier, il faudrait qu'elle en fasse 3 ou 4, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 4 au moins ce qu'on fait chaque année aujourd'hui. Et je ne parle pas d'aller encore plus loin, parce qu'une fois qu'on sera arrivé en 2028, il faudra continuer. Donc, voilà. Juste par rapport à ça, après j'ai une autre question sur la technologie, mais vous pensez que l'installation d'une usine, du type de celle qui est projetée ici, est un booster suffisant pour... Suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai booster, parce que ça permettra de concrétiser aussi les panneaux. Ce n'est pas seulement des trucs qui viennent de Chine ou de Singapour. C'est construit chez nous, c'est nos emplois chez nous, c'est la valeur ajoutée chez nous, c'est des impôts locaux chez nous, c'est de l'économie locale. Dans une région en plus qui a souffert de la désindustrialisation, je ne suis pas lorrain, mais je connais un petit peu quand même l'histoire de la Lorraine. Voilà, c'est une opportunité, et ça, c'est l'avenir, voilà, clairement. Et ça, je pense que c'est de nature à emporter l'adhésion de tout le monde. Et pour rebondir, et même si je vais un peu dans le champ de mon ami Marc, c'est que quand on est dans les énergies renouvelables, on joue sur, entre guillemets, une forme de charge symbolique. On fait propre. Mais quand on fait faire propre, entre guillemets, loin de chez nous, alors on n'émet pas de carbone chez nous, puisqu'on on est décarboné, c'est très très bien. Le jour où on a la responsabilité de fabriquer chez soi, avec des contraintes sociales, technologiques, environnementales, qui sont nos règles du jeu à nous françaises, et qu'on veut résoudre le problème de fabriquer du renouvelable chez nous, je pense que c'est le meilleur exercice qu'on doit s'appliquer. C'est-à-dire de bien comprendre et maîtriser cette technologie. C'est, à mon avis, indispensable. Parce que sinon, on est juste consommateur, on peut critiquer les autres en disant « oui, dans tel pays, ils font un peu comme ça, comme ci, comme ça ». Non, faisons pour que nous puissions faire avancer. Et ne serait-ce que se poser les problèmes techniques en disant « tiens, sur je ne sais pas, recyclage, je ne sais pas faire aujourd'hui ». Mais à partir du moment où j'en produis chez moi, je dois trouver une solution, je dois mettre en place cette chaîne de recyclage et donc travailler à la solution parce que j'ai un problème concret à résoudre. Alors que du moins, demander que tel pays se mette à recycler je ne sais quoi quand ce n'est pas notre problème, c'est de l'incantation. On a des questions là-dessus, on y reviendra tout à l'heure sur est-ce que c'est aussi vertueux, voilà, donc on va y revenir. Moi, je voudrais revenir vers Tchémil Sever. Vous entendez ce débat, la lenteur française, les attentes par rapport à l'usine, comment vous voyez ça? Vous êtes très attendu. Écoutez, l'opportunité en France est très très importante en photovoltaïque. Par comparaison, comme il a déjà été dit sur le plateau, le marché français est à peu près 1 gigawatt cette année, alors que l'Allemagne est à peu près à 5 gigawatts, et moi j'argumenterais qu'en France il y a plus de soleil qu'en Allemagne, donc il y a vraiment du potentiel. Et c'est aussi une des raisons de l'implantation en France. La France est amenée à être le plus gros ou dans les top 3 des marchés européens. Et je suis sûr que avec la programmation de la transition énergétique, ceci se passera. Il y a une raison pour laquelle on ne voit pas un marché France beaucoup plus important que ce que nous avons connu sur les 10 dernières années avec cette production. Et autre chose que je disais, c'est qu'il y a une idée reçue que le photovoltaïque est une technologie chère et compliquée. Et je voudrais juste un peu répéter ce que les deux autres intervenants ont dit. Le photovoltaïque aujourd'hui, et ça est accepté par beaucoup d'analystes qui regardent de près notre ami, c'est aujourd'hui la source de production d'électricité la moins chère au monde. C'est-à-dire que le nombre de centimes euros pour produire un kilowattheure d'électricité est
moins cher que les autres sont disponibles aujourd'hui. Donc, c'est très important. Et moi, je vois que c'est plutôt mal compris aujourd'hui par certaines personnes qui sont très proches de moi. Je leur expliquais ça à ma famille de temps en temps. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous aussi, on doit travailler pour expliquer. Et encore, sur le retard français, on a quoi est-ce que ça prend pas je voudrais juste mettre les choses en perspective. Je crois que le marché français va certainement se développer, mais ce marché est en plein essor. Pour vous juste donner un ordre de grandeur, juste un chiffre, c'est que ce marché, en 10 ans, est multiplié par 6 au niveau mondial. C'était un marché de 20 gigas au début de la décennie 2010-2011. Aujourd'hui, en 2020, qui vient de se terminer, il y a eu des installations pour à peu près 120 gigas. Donc c'est en plein essor. Il n'y a aucun doute que la France va certainement reconnaît ça aujourd'hui. Et nous allons aider dans cette transition énergétique. Ah, parfait. Alors moi j'ai une question. On va passer aux questions des téléspectateurs, et il y en a beaucoup. Voilà. On parle ici d'une technique particulière, on parle de recherche et de développement. Jamil Seber parlait tout à l'heure du partenariat qu'il développait avec le CEA-INES. Voilà. C'est quoi l'hétérojonction? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Peut-être M. Daval, et après, voilà. Alors c'est quoi l'hétérojonction? Très rapidement, sans rentrer dans la technique. Hein, voilà. Je vais essayer d'être très simple. Pédagogue. Pédagogue. On va essayer d'être pédagogue. Je sais que vous êtes enseignant, donc très pédagogue. C'est un exercice qui est délicat. Pour faire simple, le photovoltaïque, c'est quoi? On part ce qu'on appelle d'un semi-conducteur, on parle d'un métal particulier pour lequel les petits grains de lumière, qu'on appelle des photons, vont venir donner de l'énergie à un électron, et comme c'est un semi-conducteur, cet électron va changer de côté, et semi-conducteur veut dire qu'il ne peut pas revenir. S'il ne peut pas revenir, je vais déplacer des charges d'un côté, je vais créer une différence de potentiel entre un côté plus et un côté moins. Et je fais une batterie dans laquelle j'ai plus d'électrons d'un côté que de l'autre, qui n'ont qu'une envie, c'est de partir dans le réseau électrique pour revenir. Donc ça, c'est le principe de base d'une cellule photoélectrique. Jusqu'à présent, la voie royale, c'est-à-dire la technologie qui est la plus communément utilisée, c'est le silicium. C'est le silicium, et c'est une homojonction, une simple jonction. Une jonction, ça veut dire que j'ai une couche qui est plus et une couche qui est moins. Voilà, pour faire très très simple. Cette technologie a évolué, et aujourd'hui, elle arrive en limite de ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des technologies qui, en déplaçant les collecteurs des électrons que sur la face arrière, ou en utilisant... Vous dites, à la limite de ce qu'elle peut faire en termes de rendement. En termes de rendement, bien sûr. En termes de rendement, les lois de la physique font qu'il y a une capacité de transformation qui a une limite. Elle a été décrite par des chercheurs en 1961, Quasar-Shockley, qui disent que la limite, c'est 29,4% de conversion. 29,4% de la lumière peut devenir de l'électricité. Ça, c'est les limites. Donc, on a ce seuil. Et donc, les fabricants, tous, dans une course à la performance, ont essayé d'améliorer. L'hétérojonction, c'est l'étape d'après. C'est une nouvelle... C'est toujours sur une base de silicium, mais cette base de silicium, on va l'encapsuler au-dessus et en dessous par une autre couche d'une autre forme de silicium qu'on appelle le silicium amorphe. Et ça a comme avantage, pour faire très simple, de réduire la recombination. C'est-à-dire qu'on cherche toujours comment ces photons qui sont rentrés dans le système deviennent des électrons à la sortie. Et un des problèmes qu'on a avec une monojonction, c'est que dans la zone intermédiaire entre les deux couches, un électron qui a été arraché de son atome parce qu'il a reçu un photon, il peut re-rencontrer un autre atome et se réaccrocher sans traverser. Et si c'est ça, c'est perdu. Et donc, pour améliorer l'efficacité, l'hétérojonction est la bonne piste. Ça veut dire que cette techno, elle démarre, et elle a devant elle une perspective de progression, et elle démarre à un niveau d'efficacité qui est celui quasiment du maximum de ce que font les acteurs mondiaux aujourd'hui. Donc, monsieur... Ce que je veux dire, c'est très technique, mais c'est une très bonne illustration
de ce côté magique du photovoltaïque. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est très mature, elle est déjà compétitive aujourd'hui, mais elle en a sous le pied. Ça, c'est une voie d'amélioration des rendements de baisse des coûts. Permettez-moi. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Pour la compréhension, c'était très technique, mon rôle c'est d'aider à une compréhension de tous. Autrement dit, c'est de dire, avec les panneaux d'aujourd'hui, mes 30 mètres carrés sous mon toit, je produis X électricité, Oui. et avec les panneaux de demain, je produis X plus c'est ça, Y. c'est ça qu'il faut. C'est important avec d'imager la votre propos, même quantité hein. de silicium, je vais pouvoir faire plus. Donc je vais baisser mes coûts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 2 facteurs essentiels qui font dire que la baisse des coûts est loin d'être terminée. C'est ce type de progrès. Alors il y a celui-là, il y en a plein d'autres à tous les niveaux. Il y a la production du silicium, il y a la production des. Enfin, il y a des étapes différentes parce que le panneau, c'est vraiment la production finale. C'est cellules et panneaux. C'est cellules et panneaux. Mais en tout cas, il y a des progrès possibles à chaque étape. Et en plus de ça, d'avoir des usines de grande taille, ça fait aussi baisser les coûts par effet d'échelle. Les deux combinés, même les observateurs les plus anciens dont je fais partie, vu mon âge, on a toujours été dépassés par la réalité industrielle. Si on prévoyait une baisse des coûts, elle a été plus vite et plus loin que celle qu'on prévoyait, et ça sur la longue durée, je parle de 30 ou 40 ans. Et il y en a encore sous le pied, donc voilà, ça c'est une très bonne illustration d'une étape importante, mais ce n'est pas la seule, pour aller encore plus loin. Et pour répondre à votre remarque, oui, allez-y. C'était que justement, donc l'efficacité, donc si on doit parler d'efficacité, la technologie RSC ou hétérojonction va commencer aux alentours de 21%, 22%, qui est la limite haute de ce que fait l'état de l'art aujourd'hui en Chine. D'accord ? Et elle va monter jusqu'à 25, etc. Donc elle peut progresser, ce qui veut dire que, entre guillemets, avoir la chance d'avoir en France un investissement industriel qui ne part pas en bout de course d'une technologie, mais au début d'une technologie, c'est hyper prometteur. Et ensuite, avoir à portée de main les laboratoires du CEA-INES, par exemple, et d'autres laboratoires en France, comme l'IPVF, on a beaucoup de talent dans la recherche en France sur ces sujets-là. Et ces laboratoires ont besoin de circuler dans les allées de l'usine. Parce que si vous êtes décorrélé de la réalité industrielle, dans l'isolement de votre labo, vous ne pouvez pas progresser. Et l'usine, de l'autre côté, va tomber sur des questions techniques sur lesquelles elle aura besoin du jus de crâne de ces gars très puissants pour venir les aider à sortir d'impasse et faire avancer la techno. Donc, mais ça ne marche que dans une proximité. Personne, par Internet, envoie des emails en posant des questions. Il faut avoir le nez sur le process. Donc ça veut dire qu'il faut être... on le voit avec le Covid, quand on ne peut plus se déplacer. N'imaginez pas qu'on viendrait chercher des chercheurs de Chambéry pour leur poser une question sur une usine en Chine. Ça n'existe pas. Merci. Alors, on va passer aux questions, parce qu'il est l'heure de passer aux questions, et il y a beaucoup de questions. Alors, je vais poser la première qui va nous... Voilà, je vous le donne, mais c'est le même thème. Peut-on dire que la fabrication d'un panneau est aussi verte que son usage ? Voilà. Voilà. Sachant que le cycle de vie est émetteur de gaz à effet de serre pour ces panneaux, quel sera le temps d'exploitation pour amortir ces émissions ? Il y a toute une série de questions en disant, est-ce que cette énergie, elle est aussi verte que ça ? Est-ce que la fabrication des panneaux n'a pas quand même un impact environnemental et ainsi de suite ? On a 4 ou 5 questions sur cette question. Monsieur Gilles Bien entendu, mais toute activité industrielle a un impact sur l'environnement. J'ai envie de dire, le fait de vivre, le fait de respirer, c'est un impact sur l'environnement. Donc effectivement, il y a un impact sur l'environnement qui n'est pas neutre. Mais d'un point de vue climat et énergie, si on prend cela, il faut savoir d'abord que le contenu carbone du panneau photovoltaïque, c'est essentiellement dû à l'électricité qui est utilisée pendant le process de production. Donc si ce panneau est produit dans un pays où l'électricité est produite avec du charbon, il sera très carboné. S'il est produit dans un pays qui a très peu de charbon dans son électricité, il ne sera pas carboné, et c'est le cas en France. Je pense que c'est aussi pour ça que REC vient côté français de la frontière et pas côté allemand, parce qu'il va avoir un bilan carbone de son panneau qui est très bon. Ça, c'est le premier point, donc sur le plan carbone. Et sur le plan énergie, on consomme de l'énergie pour le fabriquer, mais le temps de retour énergétique, ça veut dire le temps que le panneau va mettre à rembourser sa dette électrique qui a été pour sa fabrication. Chez nous, c'est moins d'1 an aujourd'hui. C'était 1 an et demi il y a 10 ans, c'est moins d'1 an aujourd'hui, ce sera 6 mois plus tard. Et il a une durée de vie. Moi-même, j'habite dans une maison qui n'est pas raccordée au réseau, avec des panneaux qui ont été fabriqués en France, usine Photowatt à Bourgoin-Jallieu, dans les années 80. Mes panneaux ont 35 ans de durée de vie. 35 ans. Ils ont perdu la moitié de leur capacité de production. Mais ils ont remboursé beaucoup de fois. Voilà. Donc on a une durée de vie. Et le premier panneau qui a été construit dans le monde,
il fonctionne encore, 1954. Aujourd'hui, les panneaux sont donnés pour 40 ans. D'accord. Alors, par contre, il y a une question qui est liée à ces deux questions. C'est beaucoup de gens pensent que les panneaux photovoltaïques sont difficiles à recycler. Pouvez-vous nous informer sur le sujet? Existe-t-il des systèmes de recyclage? Y a-t-il des systèmes de recyclage existants et qui fonctionnent bien? Donc il y a beaucoup d'interrogations. Je pense que c'est... Déjà, premier point, on a peu de panneaux à recycler aujourd'hui parce qu'ils durent très longtemps. Il y a 30 ans, on en faisait très peu de panneaux. Donc le problème de recyclage, c'est un vrai problème, mais qui est plutôt à venir qu'actuel. Ceci dit, on recycle les panneaux cassés, par exemple. Donc on sait faire déjà aujourd'hui. Et en fait, c'est très simple. Le nombre de composants d'un panneau photovoltaïque, il est très peu nombreux. 5. Il y a du silicium, il y a un peu de métaux pour faire les fils électriques, il y a du verre, il y a de l'aluminium, et tout ça, ça se démonte. Il est recyclable à 97% un panneau photovoltaïque. Alors, juste peut-être pour donner un ordre de grandeur, en 2007, parce qu'il y avait toujours la compétition entre la France et l'Allemagne, en 2007, si on met bord à bord, touche-touche, tous les panneaux solaires qui ont été installés dans l'année 2007, on couvrait la place de l'Étoile. D'accord? C'est tout. C'est tout. Alors quand on sait que les panneaux avaient entre 20 et 30 ans, vous voyez qu'il va falloir du temps avant qu'on ait à les recycler. Mais par contre, à Rousset, il y a déjà une usine de recyclage en France, elle est pionnière, elle est l'une des leaders en Europe, et cette usine sait recycler les panneaux, et j'ai eu la chance de la visiter plusieurs fois. Il y a tout un process qui consiste à récupérer alors, le cadre en aluminium et les connecteurs qui sont à l'arrière, parce que ça c'est du cuivre et de l'aluminium, c'est très facile à recycler, on sait très bien le faire, et puis ensuite le panneau est broyé, cassé en petits morceaux, et on va sortir séparé le verre d'un côté, le silicium de l'autre, les plastiques qui sont à l'intérieur qui servent d'isolant et de colle, et puis tous les connecteurs métalliques qui sont à l'intérieur. Donc par rapport aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, la question du recyclage des panneaux photovoltaïques aujourd'hui n'est plus une question. Elle n'est pas une question, elle est traitée, elle est mesurée, et il y a une écotaxe qui est prélevée sur tous les panneaux qui arrivent sur le territoire français, qui servent à alimenter un fonds européen donc ça veut dire que les panneaux qui sont là ont déjà payé leur contribution pour être recyclés quand ils seront en fin de vie. Alors, moi, j'ai une question qui est dans le même ordre d'idée, hein, peut-être, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, c'est ce que nous demande André d'ailleurs, à produire de l'énergie verte avec un site qui est classé Céveso seuil haut? Mais ça, c'est intrinsèque à tout type de production. Effectivement, ça passe par des process industriels où on va utiliser des matériaux polluants. Mais c'est ça, j'ai envie de dire, c'est ça où on renonce à l'électricité. Parce que parmi les moyens de produire l'électricité, de très loin, le photovoltaïque est un des moins polluants. Je dirais, à égalité avec l'éolien, c'est pas tout à fait les mêmes process, c'est pas les mêmes types de pollution, mais c'est très très peu polluant par rapport aux méthodes traditionnelles, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz ou le nucléaire, ça n'a absolument rien à voir. Et ce n'est que pour fabriquer les panneaux. Une fois que les panneaux sont fabriqués, ils vont rester 20, 30, 40 ans à produire sans aucune pollution. D'accord. Et encore une fois, je pense qu'il est responsable de traiter ces panneaux chez nous. J'ai, dans une vie antérieure, travaillé dans un groupe américain où les process à base de chrome, qui étaient relativement douteux, étaient renvoyés au Nicaragua. Comme ça, c'est très propre. En Amérique, on faisait que les process propres. Et je pense que, quelque part, il est de la responsabilité des pays européens, d'OCDE, d'assumer la production de ces produits. Parce que nous avons les règles de contrôle les plus élevées. Nous avons des exigences sanitaires élevées et nous allons appliquer les règles du jeu sur cette usine, qui sont les règles européennes, pour la rendre parfaitement compliant, compatible avec ces règles, et aussi pour apprendre les process de nettoyage, de recyclage, de traitement, etc. Et nous les approprier parce que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ces produits. Sinon, si nous sommes que des consommateurs et on repousse le problème dans les autres pays ils ont qu'à régler leur dépotoir, de nos consommations, c'est très malsain, c'est très malhonnête. Et j'ai envie de dire, en termes de déchets, ça n'a rien à voir avec l'ordinateur qui a servi à envoyer ce message ou avec le smartphone qui a servi à envoyer ce message. Le photovoltaïque est beaucoup plus vertueux. Bon, alors, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Après, il y a un second groupe de questions qui nous arrive. Je vous en donne quelques-unes, mais elles ont à peu près le même sens. Il y a déjà eu de grosses usines de panneaux photovoltaïques en France qui ont fait faillite. CF Bosch Solar à Lyon. Pourquoi ça serait différent cette fois-ci? Serons-nous capables de concurrencer la production de panneaux photovoltaïques qui pourraient arriver de Chine ou d'ailleurs? Donc, en gros, il y a une question sur
est-ce que cette usine est pérenne aujourd'hui dans la situation actuelle? Et il y a une petite question qui vient de manière sous-jacente. L'État ou l'Europe fait-il bien de subventionner ce type d'installation alors qu'on n'est pas sûr de la pérennité? Donc, est-ce que l'usine est pérenne? Est-ce qu'il y a eu des expériences en France qui n'ont pas abouti? Est-ce que la concurrence chinoise ne sera pas extrêmement forte? Et globalement, est-ce que l'État et l'Europe font bien d'aider à l'implantation de ce type d'usine? Alors, sur la pérennité, il y a eu un certain nombre d'entreprises dans le secteur du solaire qui ont périclité dans les 10 dernières années. Mais je pense qu'il faudrait aussi être un tout petit peu honnête sur les raisons pour lesquelles ces entreprises ont disparu. Parce que quand on a, il se trouve comme je l'ai, un peu les clés de ce qui se passe derrière, je vais donner un exemple qui ne sera pas français, celui de Bosch, mais je vais donner celui de SolarWorld par exemple. SolarWorld était un acteur allemand très puissant, mais pour des raisons historiques et parce que c'était les règles du jeu à l'époque, il avait contracté avec un fournisseur de silicium qui lui fournissait la matière première, un contrat long à un prix qui, à l'époque où ce contrat avait été posé, était un moyen de sécuriser un approvisionnement à une époque où il n'y avait pas de silicium. Et entre-temps, il s'est passé une chose, c'est qu'il y a eu des dizaines d'usines de production qui sont arrivées en Chine, le marché s'est écroulé, le prix a baissé, et il se retrouvait hors jeu, obligé d'acheter au contrat qu'il avait signé. Donc une des vraies raisons de la défaillance de SolarWorld a été entre autres ce contrat. Donc il y avait des vraies raisons économiques qui ont été liées à la vitesse à laquelle cette techno a évolué et les règles du jeu et les règles économiques de ces détections ont évolué. Donc ça, c'était un premier point. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un autre palier, une sorte de maturité industrielle où finalement le bloc élémentaire de l'usine dont on parle aujourd'hui à l'échelle du gigawatt est le modèle économique bien connu, déjà déployé une dizaine de fois partout dans le monde. On peut estimer d'ailleurs que d'ici 2030, il faudra une centaine de ces usines dans le monde, dont à peu près une quinzaine en Europe. D'accord ? Donc ça, c'est le bloc élémentaire. Donc on n'est plus dans ces règles compliquées qui ont fait péricliter les choses. Et puis par ailleurs, pour Bosch, si je peux vous le dire tout à fait clairement, Bosch, quand ils se sont retirés et qu'ils ont laissé le site industriel, pour des raisons stratégiques, la maison Bosch a décidé que le solaire n'était pas intéressant. Point. Ils ont laissé l'outil industriel, entre guillemets, pour l'euro symbolique, mais ils laissaient des golden parachutes à l'ensemble du personnel. Et ça a posé des tensions sociales énormes qui ont fait péter le truc. Donc c'est pas la techno, c'est le contexte dans lequel certains projets se sont créés. Alors moi je connais un peu aussi le projet Bosch. D'abord c'était une reconversion d'une usine qui faisait avant des matériels pour les voitures. Donc c'était un essai on va dire, mais Bosch n'était pas du tout dans le secteur photovoltaïque. Ils sont arrivés au mauvais moment puisque le moratoire photovoltaïque de 2010 où l'État français, on parlait de l'État français mais il a fermé les robinets d'un coup. Alors dans le monde du photovoltaïque c'était un traumatisme, on a perdu 15 000 à 20 000 emplois du jour au lendemain parce que les tarifs d'achat qui avaient été mis en place étaient trop élevés et nous, Leclerc, on l'avait alerté là-dessus, c'était trop élevé, c'était dangereux. Et un jour l'État a dit ça commence à bien faire, ils ont fermé le robinet et là Bosch était en train de démarrer son usine, ils sont morts à cause de ça. Et puis ils étaient que sur une partie très aval de la production des panneaux, c'est-à-dire qu'en fait ils ne faisaient qu'un assemblage de panneaux, ils ne faisaient pas du tout la production de cellules, le wafer, l'amont, alors que REC est un concept beaucoup plus étendu, alors c'est une beaucoup plus grande usine, c'est un concept beaucoup plus étendu et j'ai envie de dire après sur l'aspect aide européenne, je ne connais pas le modèle économique de REC et c'est leur problème, mais je suppose que s'ils viennent ici, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de penser que c'est le bon endroit au bon moment et que ça va être pérenne, quoi. Alors, on va se retourner vers Djemil. Djemil, vous nous entendez ? Vous avez entendu un petit peu les questions sur est-ce qu'une usine en France, ça a une pérennité ? Je pense que vous pensez que c'est pérenne, mais j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Je crois que si la réponse était on ne serait pas ici. Donc, je pense certainement. Peut-être un petit quelques compléments. Tout d'abord, au niveau technologique, la technologie qu'on a en France, avec laquelle on travaille aussi avec CAINES, est une technologie et la technologie du futur innovant. Il n'y a pas beaucoup de production sur cette technologie aujourd'hui.
Donc c'est important, c'est que vos technologies et au niveau coût, on sera et on devra être compétitif. Et jusqu'à maintenant, les entreprises qui ont été citées, leur technologie était plutôt standard. Quelque chose qui était fabriqué ailleurs au monde, certainement en Chine et dans le sud-est asiatique. Donc ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, toujours au niveau technologique, on est un groupe beaucoup plus intégré. Marc venait de dire, nous avons d'autres atouts, c'est-à-dire que nous n'allons pas seulement assembler en panneaux photovoltaïques les éléments primaires de ce pose un panneau photovoltaïque. Nous produisons notre silicium, nous produisons nos wafers, pas pour être très technique, en Norvège. Nous avons un savoir-faire au niveau cellules qui est très importante et aussi au niveau assemblage. Donc, nous arrivons à couvrir la chaîne de valeur de la fabrication d'un panneau photovoltaïque, ce qui n'était pas le cas des acteurs qui étaient présents sur le marché européen ou français jusqu'à aujourd'hui. Donc, la concurrence, quand elle est devenue féroce, les prix ont baissé ailleurs. Ils ont, comme vient de le dire Xavier, dans le cas de SolarWorld, ils devaient s'approvisionner au prix du marché, alors que nous, on est acteurs des éléments primaires qui vont dans un panneau photovoltaïque comme l'hétérojonction qu'on a en France. Alors juste, on reste ensemble, Djamil, parce que j'ai quelqu'un qui réagit à ce que vous venez de dire, et je trouve que c'est intéressant, qui dit, admettons que le site est, que le site est une pérennité et tout ça, le site n'est-il quand même pas trop grand par rapport à la situation actuelle du marché français et européen? Alors c'est une question que j'ai déjà reçue de beaucoup différents intervenants ces dernières semaines. Elle est très, encore une fois, je n'ai pas envie de noyer les gens dans les chiffres, mais le marché mondial est à peu près de 100 gigas, l'européen est à peu près 20 gigas aujourd'hui. On prévoit un marché à peu près à 40 gigas en 2025. Donc nos 2 gigas seraient 10% d'européens, nos 4 gigas en 2025 seraient en % du marché européen. Donc ça, c'est des chiffres. On représentera à peu près 10% du marché européen. Et si le marché français devient vraiment un marché à 3-4 gigas à l'horizon 2025-2026, alors la production de Rambach suffira seulement pour la France et il y aura rien pour l'Allemagne ou aucun autre pays. Donc, au niveau chiffre, il n'y a vraiment pas de problème. Et il y a aussi des analystes qui sont en train de publier leurs projections pour les années à venir. Il y a des projections au-delà de 40 gigas à 50 gigas, 60 gigas d'ici 10 ans. Donc non, 4 gigas, ce n'est qu'un dixième du marché européen. Pardon, Jem, Oui, pardon, Jem, je complète, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit mondialement, le bloc élémentaire industriel en photovoltaïque, il est à la taille de 2 gigas, c'est le bloc élémentaire. Et quand RSC double sa capacité, c'est simplement que le building block, ils en mettent 2. Mais parce que la taille qu'on voit aujourd'hui, l'outil industriel partout dans le monde, pour avoir le niveau de compétitivité des coûts, etc., il est là. Et ensuite, peut-être une petite précision sur l'hétérojonction, parce qu'on l'a brossé rapidement, c'est une technologie compliquée. Juste j'ai une petite question qui vous permet de voir d'hétérojonction. La différence de rendement entre un panneau classique et un panneau d'hétérojonction, c'est une question qu'on pose. Eh bien, aujourd'hui, les panneaux classiques, si c'était vraiment classique, ils vont dire 18%. Les meilleurs des classiques, 21-22, voilà, et l'hétérojonction commence à 21,5-22 pour aller plus loin. Attention que la question du rendement dans un panneau photovoltaïque, c'est 21% de la lumière du soleil. Les 79% restants, c'est de la lumière du soleil, il n'y a pas de pollution, donc c'est pas très grave. Ça influe sur deux choses. Ça influe évidemment sur le coût. Alors on peut avoir un rendement très élevé, mais si c'est très cher, ça ne vaut pas le coup. Mais surtout, ça va influer sur la surface dont on a besoin. On disait sur votre maison, plus le rendement est élevé, plus on en fait avec la même place. Mais d'un point de vue
transition énergétique, environnement, etc., la notion du rendement, attention que ce n'est pas la même que la notion du rendement de votre voiture, qui a un rendement de 20%, mais dont 80%, c'est des gaz à effet de serre, c'est de la pollution, c'est des particules, etc. On a brûlé la totalité de l'essence qui est dans la voiture et 20% seulement ont servi à la faire bouger. C'est ça que dit Marc. Alors que le soleil qui a tapé le panneau, c'est la lumière. 20%, 21% devient de l'électricité. Et la semaine d'avant, quand il n'y avait pas le panneau, le soleil il arrivait sur le toit, il ne se passait rien. D'accord? Donc il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. Vous vouliez terminer? Je voulais terminer sur le processus de l'hétérojonction. Là aussi, c'est très technique, mais grosso modo, pour fabriquer une cellule d'hétérojonction, 8 étapes. Pour fabriquer une cellule photovoltaïque, on est à entre 11, et si on veut la pousser plus loin pour avoir des technos qui vont avoir des rendements presque équivalents, monter à 13. Et ce qu'il faut comprendre d'un point de vue industriel, une étape, c'est une grosse machine qui fait quelque chose, qui va vaporiser quelque chose, qui va cuire quelque chose, etc. Donc 8 étapes, 8 machines, 11, 13 machines, l'usine coûte plus cher. Juste pour évoquer le rendement, parce que vous avez dit aujourd'hui c'est à peu près 20% les meilleurs panneaux. Demain, d'ici 10 ans, quand la technologie de l'hétéro sera à maturité, c'est 25. Ça veut dire qu'on progresse, c'est 5 points en plus, c'est 25% de rendement en plus en fait, par rapport à aujourd'hui. Attendez, c'est pas ça. C'est que quand je passe de 20 à 25, j'ai progressé de 25%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pour bien que ça soit clair, on va progresser d'environ 25% dans les 5-6 prochaines années. Et ce que dit Quasar-Shockley, quand ils ont théorisé les limites, on était à 30% une jonction, 2 jonctions 42, 3 jonctions 50 et quelques, etc. Ça veut dire que le futur va aller en empilant des couches de semi-conducteurs les unes sur les autres. Alors on est sur des quelques microns, donc on n'est pas du tout, ça ne va pas faire des sandwichs comme ça. Et c'est là où on va. Et il se trouve qu'en plus, l'hétérojonction est sans doute, le processus de l'hétérojonction est sans doute l'un des meilleurs candidats pour y coller quelque chose dessus ou dessous. On discute actuellement là-dessus. Ce qui veut dire que cet investissement dans un outil industriel, et donc les machines qui font ces 8 process, c'est un investissement pour pousser au maximum la performance de l'hétérojonction, et peut-être demain embarquer à bord une autre couche, le perovskite ou d'autres dont on parle, parce qu'il sera le candidat idéal. Donc c'est un investissement gagnant-gagnant. Il nous reste 25 minutes et on a beaucoup de questions. On va essayer d'aller vite sur les réponses maintenant. Alors, juste, les questions arrivent en vous écoutant, donc elles sont en réaction un petit peu. Est-ce qu'on peut imaginer que l'abandon du projet, puisque la décision n'est pas encore prise de REC Solar, pourrait mettre en cause les ambitions françaises? C'est difficile à dire. Ce serait vraiment dommage. En tout cas, ce serait vraiment, pour moi, c'est vraiment une très très bonne nouvelle et j'espère vraiment que cette usine va venir. C'est vrai que ça va nous faire encore, ça risquera de nous enfoncer dans notre retard, on va dire, qu'on est capable d'avoir tout seul. C'est pas REC qui fait notre retard et c'est pas REC qui va le résoudre non plus. Mais ce serait dommage beaucoup pour ça parce que on a vraiment besoin du photovoltaïque. Et encore une fois, c'est une industrie qui a sa place en France parce que historiquement on a été à l'origine, parce qu'on a des très bons chercheurs, parce qu'on a des très bons outils industriels. On sait faire. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas ces outils industriels. Bon, si c'est pas en Bar, je pense qu'il y en aura ailleurs en France à un moment donné, mais c'est vrai que l'emplacement est particulièrement bien choisi de mon point de vue, et la technologie aussi, et vraiment ça donnerait un coup d'avance, on va dire, à l'industrie française, entre guillemets. En tout cas, ça va être des travailleurs français, ça va être des ingénieurs français, des ouvriers français, même si les capitaux ne sont pas tous français ou pas français du tout, même si les brevets ne sont pas tous français, n'empêche que c'est comme de l'activité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui viendra en France un jour ou l'autre d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de faire progresser l'énergie solaire. Nous avons besoin de ça. Et le monde a besoin que la France s'implique dans ce challenge. Nous avons les meilleurs ingénieurs du monde. Nous sommes une machine à inventer les solutions les plus complexes. Nous avons inventé le Concorde, nous avons inventé le TGV. Et si le solaire devient un vrai sujet de focus de notre recherche, de notre ingénierie, je suis convaincu qu'on va être un facteur d'accélération. Mais pour ce faire, il faut que la France soit partie prenante. Partie prenante, c'est-à-dire être impliquée dans la fabrication. C'est indispensable. On parle de chercheurs, on parle de brevets français. Il y a 2 questions qui arrivent. Elles sont pour Djemil Semer. Djemil, à qui appartiendront les brevets? Comment les chercheurs français seront-ils protégés? Donc, à qui appartiendront les brevets? Qui sont développés ou qui vont être mis en œuvre? C'est très très simple.
Aujourd'hui, et à 24 ans d'existence, nous avons plus de 500 brevets à notre actif aujourd'hui. Et on est en train de voir comment, dans le futur, si ce projet se réalise, notre coopération avec l'ACEA INES, comment seront partagées la propriété des brevets qui seront créés comme fruit de cette collaboration. Donc, on a des choses à apporter. Les choses qui vont être faites, la recherche qui va être faite en France avec la CEA-INES, ça va certainement ajouter un plus et on discutera de tout cela avec le CEA-INES, évidemment. D'accord. Nous avons chacun nos contributions à amener dans ce domaine des brevets, certainement. Merci. Et le CEA-INES sait faire des brevets. Oui. Ça veut dire que ce ne sont pas des lapins de 2 semaines qu'on mettrait dans les mains d'un industriel. Le CEA-INES, depuis très longtemps, adossé d'ailleurs au CEA, savent très très bien gérer ça. Donc ils ont. C'est pas des chercheurs naïfs. Ce ne sont pas des chercheurs naïfs. Il y a un bureau de valorisation. Il y a un bureau de valorisation au CEA qui sait parfaitement gérer avec des avocats qui savent exactement rédiger les contrats. Il n'y a aucun doute. Non. Et par contre, c'est l'opportunité d'avoir la plateforme industrielle pour faire du co-développement et de la co-recherche. Alors, on reviendra peut-être à la question. On reviendra on va repartir un petit peu au début. Je vais m'adresser à vous, M. Jedlicka. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que le solaire peut remplacer le nucléaire? Est-ce qu'il existe des énergies renouvelables plus propres que le solaire? Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y en a des plus propres et est-ce que ça peut remplacer le nucléaire? Alors, des plus propres, à ma connaissance, il y en a peu, il n'y en a pas. Il y en a vraiment, encore une fois, 2 qui sont... Alors, il y en a une qui est très propre, c'est l'hydraulique. Très propre, encore que si aujourd'hui les fleuves français n'étaient pas équipés, on ne ferait pas les barrages pour des raisons environnementales. Donc on les a, c'est nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui les ont financés, on les a, c'est très bien. Et c'est vrai que c'est peu polluant, ça ne met pas de carbone, etc., mais pas de déchets nucléaires, tout ça. Mais de toute façon, la France, en hydraulique, on ne peut pas en faire plus, en tout cas pour parler de la France. Donc il y a vraiment 2 technologies qui sont les moins sales, j'ai envie de dire, pour ne pas dire qu'elles sont propres, l'éolien et le photovoltaïque, avec chacune, encore une fois, leurs impacts. Il n'y a pas de technologie à 0 impact. Et aujourd'hui, il faut travailler avec ça. Il y a peut-être d'autres technologies du futur, mais pour l'instant, j'en connais pas. J'en vois pas sortir. En tout cas, j'en vois pas. Et de toute façon, le problème qu'on a à résoudre, il n'est pas pendant 50 ans. C'est là, dans les 5-10 prochaines années, que ça va se décider si on va y arriver ou pas. Donc ça, c'est pour la propreté, entre guillemets. Et pour ce qui est du remplacer le nucléaire, oui, il peut remplacer le nucléaire, mais pas tout seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les scénarios de long terme, on considère déjà, et c'est important, qu'il faut maîtriser la consommation d'énergie. Et d'ailleurs, la France s'est engagée à diviser par 2 sa consommation d'énergie dans la loi de 2015, dans la PPE dont il était question. On divise par 2 en 2050 par rapport à 1990, je crois. Donc c'est déjà un effort de maîtrise des consommations. L'électricité, dans ce schéma, devrait rester à peu près à ce qu'elle est aujourd'hui. On va améliorer les usages. On va faire beaucoup plus de choses électriques, y compris les véhicules électriques. Ce n'est pas obligatoire qu'on augmente la consommation d'électricité parce qu'on est plus efficace. Et dans cette consommation en 2050, en gros, l'éolien, c'est 40%. Le photovoltaïque, ça va être entre 20 et 30%, 20-25%. L'hydraulique, 10%. Et puis après, il y a peut-être des petits bouts d'énergie marine, des choses comme ça. Mais en gros, c'est 2 tiers d'éolien, 1 tiers de photovoltaïque. C'est ça l'avenir dans nos pays, compte tenu de nos climats, de notre gisement, de notre système électrique, etc. Et ça, on retrouve ça à peu près partout dans les exercices de scénario à moyen terme. Alors, je rebondis par rapport à ça, parce que j'ai une question qui dit en gros, est-ce qu'on peut installer de l'énergie photovoltaïque partout en France ? Bah partout, oui. Enfin, partout dans le monde. Dans le monde. À partir du moment, et même dans l'espace. Vos smartphones, un petit incident, toutes nos communications à longue distance, la sécurité, tout ce qui est militaire, etc., passe par des satellites qui sont exclusivement alimentés par du photovoltaïque. On a tout essayé. On a essayé le nucléaire, on a essayé la pile à combustible. Il n'y a que le photovoltaïque qui marche. Pourquoi ? Parce que le SAV est impossible là-haut, et c'est tellement fiable que c'est la seule vraiment très fiable. Je pense que la question, c'est est-ce que tout le territoire est performant de ce point-là, ou tout le territoire est équivalent? Alors, pas équivalent, on produira presque 2 fois plus à Marseille qu'à Dunkerque. Voilà. Mais ça se compense, et encore une fois, avec la baisse des coûts,
pour le même prix, aujourd'hui, il y a une différenciation, il y aura toujours cette différence d'ensoleillement, mais il y a des systèmes de péréquation, on va dire, puisqu'aujourd'hui l'électricité, elle est péréquée en France, on est fiers de ce truc-là. On peut très bien plus aider le photovoltaïque au nord de la France qu'au sud, de façon à ce qu'il n'y en ait pas que au sud et rien au nord. Il faut répartir partout, pour deux raisons. Une raison d'efficacité du réseau électrique, parce que le réseau il est là, on n'a pas besoin de le construire, c'est aussi une chance qu'on a. Et il faut utiliser le réseau qui est au nord et celui qui est au sud, de ne pas le saturer. Et puis parce que c'est aussi une richesse des territoires, la production d'électricité. Là, on ne parle pas de panneaux. Quand on produit l'électricité, c'est une activité économique qui fait vivre des gens, qui apporte des impôts locaux, qui est une richesse des territoires. Et il n'y a pas de raison que les territoires les plus au nord n'y aient pas accès. Des pays comme le Danemark, qui sont bien plus au nord que nous, ont beaucoup plus de photovoltaïque en proportion, et ils n'ont aucun système d'aide là-bas. Je voudrais juste rappeler qu'en 2020, on va avoir installé en France de l'ordre de 800-900 mégawatts. La Belgique, on a installé 700. Et pour ceux à qui ça leur aurait échappé, la Belgique est au nord de la France. Et elle est 5 fois plus petite. Et elle est 5 fois plus petite. Donc voilà. Alors, sur cette question-là, il y a deux petites questions qui viennent en complément. Quels sont les pays les plus avancés en Europe en termes d'énergie solaire? En quoi peuvent-ils nous inspirer? Alors c'est clairement l'Allemagne qui a été. Il faut saluer les consommateurs allemands. Les consommateurs allemands ont décidé, il y a bientôt 20 ans, de payer plus cher leur électricité pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Ils le payent quasiment 2 fois plus cher que nous. Ils en consomment aussi beaucoup moins que nous. Du coup, la facture en euros sur le mois, c'est à peu près la même chose. Et c'est ça qui a permis qu'on parle aujourd'hui de ces technologies-là. Donc merci les Allemands. Et le territoire allemand est aujourd'hui, avec les 52 gigawatts, c'est le pays le plus avancé, mais avec aussi une particularité. Là où il y a beaucoup de solaire en Allemagne, c'est dans le sud, en Bavière. L'ensoleillement de la Bavière, c'est l'ensoleillement de la région parisienne. Donc on peut en mettre partout. Voilà, ça répond aussi à la question précédente. Il n'y a pas de raison de ne pas en mettre au nord de la France. Alors, je vais poser une question à Jamil, mais je vais vous laisser le temps de réfléchir parce que vous... Si vous voulez le top européen, Allemagne, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, voilà, la France arrive... voilà. Et en termes de donc on arrive derrière. Hein. Donc il y a une question qui est peut-être anecdotique et on n'a peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais on fera peut-être la calculer, mais je vous la pose, peut-être que vous allez pouvoir me dire. Après j'ai une question pour Jamil Sever en même temps. Quelle surface de panneaux photovoltaïques pour remplacer l'équivalent de la consommation d'une ville comme Strasbourg? Mais je vous laisse réfléchir, je vais poser à Jamil, je vais poser à Jamil la question. Il y a une question qui dit, c'est qui les clients de REC Solar? C'est l'État, c'est les particuliers, c'est les collectivités, c'est les industriels. Qui sont les clients, enfin les clients aujourd'hui et qui sont les clients demain? Les clients avec lesquels on traite aujourd'hui, ce sont les utilities, les fournisseurs d'électricité, mais aussi les distributeurs qui vendent aux installateurs. On est très axé dans notre entreprise sur tout ce qui est photovoltaïque sur la toiture, que ce soit pour entreprise ou pour les particuliers. Donc c'est cela qu'on privilégie. Mais oui, nous servons tous les 3 segments du marché photovoltaïque. En général, le marché photovoltaïque est vraiment divisé en 3 segments. C'est des utilities, c'est-à-dire des producteurs d'électricité. EDF, par exemple, est un très bon exemple. Tout ce qui est commercial et industriel, ça pourrait être tous les hangars, les supermarchés. Prenez par exemple les cités Ikea, par exemple, qui pourraient placer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Puis il y a vous et moi, vous et nous, les particuliers qui sur leur maison peuvent aussi placer, et tout cela font partie des 3 segments que nous on sert avec nos équipes. D'accord. En complément, alors peut-être Jamil, peut-être Marc Jedliska, où faut-il mieux installer parce que j'ai plusieurs questions. Où faut-il mieux installer, enfin, qu'est-ce qui est le plus intéressant, de mettre des panneaux sur les toits, de créer des fermes photovoltaïques, avec le risque, en faisant des fermes photovoltaïques, de défricher des terres qui pourraient être utilisées à autre chose. Donc, quelle est la meilleure utilisation
du panneau photovoltaïque? Le photovoltaïque, c'est la seule technologie qu'on peut mettre sur la maison, qu'on peut mettre en centre-ville de production d'électricité. On n'a jamais mis une centrale nucléaire au milieu de Paris, hein. On va savoir pourquoi. Donc c'est la seule qui peut vraiment se rapprocher. En plus, c'est un fonctionnement totalement silencieux, totalement. Il n'y a rien qui se passe. Donc on peut en mettre vraiment au-dessus de sa maison, partout. Donc il faut le mettre au soleil, ça c'est avec le moins d'ombre possible, correctement orienté. Donc ça, et l'intérêt de le mettre sur les bâtiments ou sur les infrastructures, par exemple, couvrir les parkings, ça se fait beaucoup maintenant, les ombrières, c'est une très bonne application parce que le terrain est déjà artificiel. Donc on va éviter d'aller chercher des terrains agricoles ou encore pire, des terrains naturels ou protégés, etc. Donc déjà, là, il y a un potentiel énorme. En faisant une règle de 3, on se rend compte que c'est peut-être en équipant peut-être 20% des toitures françaises, on ferait la totalité de la production, mais on n'a même pas besoin de ça. Par contre, les villes, elles ne peuvent pas produire toute leur électricité, hein, parce que les bâtiments sont grands, donc les surfaces au soleil sont en proportion relativement faible, donc il faut faire tout ce qu'on peut sur les bâtiments, les surfaces artificielles, les bâtiments, par exemple les commerciaux, hein, ce qui a été dit, les centres commerciaux, etc. Mais il y aura de toute façon besoin d'en faire aussi au sol. Là, il faut être prudent, évidemment. Il ne faut pas être concurrent avec la production agricole, évidemment. Il ne faut pas aller sur des sites naturels avec des espèces protégées. La biodiversité, c'est un autre sujet. Il y a le changement climatique, mais il y a aussi la biodiversité. C'est vraiment une menace pour l'humanité. Donc il faut faire très attention à ça. Mais moyennant des précautions, des règles, et la France là-dessus est le pays le plus rigoureux au monde, on est vraiment protégé, donc il faudra très certainement les deux. Il ne faut pas les opposer, il faut dire qu'ils sont complémentaires. De même, les bâtiments agricoles, par exemple, les agriculteurs, maintenant, pour eux, c'est une activité qui prend de l'importance chez eux. Et c'est un complément de... D'ailleurs, les Anglais disent récolter le soleil ou récolter le vent. Juste pour illustration, en Bavière, puisqu'on parle de l'Allemagne, vous avez les talus autoroutiers qui sont habillés de panneaux Les murs anti-bruit, bien sûr. Les murs anti-bruit, on en parle maintenant, les Pays-Bas en font depuis 20 ans. Juste pour donner un ordre de grandeur, donc je n'ai pas calculé Strasbourg parce que je ne connais même pas la consommation de la ville de Strasbourg. Mais je ne connais pas le point de départ. Donc, non, mais c'était une question piège. Mais j'ai essayé, mais j'ai cherché sur mon téléphone, je n'ai pas trouvé. Ce que je voulais dire, c'est que grosso modo, pour donner un ordre de grandeur, si on considère qu'aujourd'hui, au travers des différents systèmes qui accompagnent la PPE, puisqu'on est un pays centralisé, donc le déploiement du solaire est fortement encadré par différents régimes. L'un d'entre eux, ce sont des appels d'offres. Et donc, les volumes demandés, ou du moins inscrits dans la loi au titre de la PPE, se trouve retranscrit par des appels d'offres gérés par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, pour je dirais, jalonner ces volumes au travers des 8 prochaines années. Eh bien, si on cumule ces volumes qu'on a à produire et si on considère que grosso modo 50% de la puissance va être fait en toiture, 50% au sol, c'est à peu près la clé de répartition des dernières sessions d'appel d'offres. Donc je ne sais pas si ça sera le futur, mais prenons ça comme clé. Ça voudrait dire que la totalité de ces surfaces nécessaires pour déployer les 20 gigawatts, 25 gigawatts qui correspondent par rapport aux 10 où on est déjà pour arriver aux 30 et quelques de cette horizon 2029, correspondent à 0,02% du territoire national. 0,02% du territoire national. D'accord ? Pour information, d'accord ? Donc ça veut dire, hors de grandeur, 25 000, 30 000 hectares, 25 000 hectares. 25 000 hectares. Pour comprendre, tous les ans, l'artificialisation, c'est-à-dire la progression des ronds-points, des routes, des parkings, etc., des constructions, etc., c'est 50 000 hectares par an. Là, c'est 25 000 hectares sur 8 ans. D'accord ? La progression des forêts, c'est-à-dire les arbres qui naturellement grossissent parce qu'on n'entretient plus les forêts, c'est 80 000 hectares par an. D'accord ? Et on dit ici 25 000 hectares sur 8 ans. Merci. Il nous reste quelques minutes. J'ai une dernière question. L'énergie solaire a besoin d'être stockée. Qu'en est-il du stockage de l'énergie solaire ? Il faudrait faire un autre débat là-dessus, mais en tout cas, les solutions techniques, elles sont connues aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce que dit RTE
la filiale d'EDF qui est chargée du réseau de transport. Ils travaillent actuellement sur des scénarios 100% renouvelables électriques, système électrique qu'avec des renouvelables. Alors c'est des travaux en cours qui ne sont pas encore publiés, mais il y a un site où on peut avoir beaucoup d'informations et nous on essaie d'en donner dans notre site photovoltaïque.info. On a un autre site sur les réseaux. Bon, les solutions techniques, on les connaît. Donc il y a le stockage dans les steppes, là, les stations de pompage-turbinage, hein, les lacs d'altitude, ça on sait faire. Il y en a un petit peu, c'est possible. Il y a éventuellement des batteries, mais il y a des sujets technologiques, il y a des sujets de taille, etc. Et surtout, à l'avenir, sur un système vraiment avec beaucoup de renouvelables, on sait que c'est ce qu'on appelle le power to gas, donc le gaz qui produit l'électricité, enfin le gaz d'électricité. Donc ça passe par l'hydrogène. Et ça, aujourd'hui, tous les pays, et notamment la France et l'Allemagne et l'Europe, lancent des plans d'hydrogène. Ça va dans ce sens-là. Donc en fait, on transforme l'électricité en molécules. L'hydrogène, c'est une molécule, donc on peut la stocker dans un réservoir. Ça, on sait faire. Et après, l'hydrogène, on peut aussi, moyennant des réactions de base qui ne sont pas très compliquées, les transformer en méthane, en gaz, la même molécule que le gaz naturel fossile, on va dire du biogaz, mais synthétique. Donc on a aujourd'hui des solutions techniques. On a les lieux pour stocker. Ce sont les cavités de stockage du gaz, aujourd'hui du réseau de gaz en Allemagne et en France. On a aussi des capacités énormes. L'infrastructure est là. L'infrastructure, elle existe, les technologies existent. On a juste besoin de les améliorer, de faire un peu de R&D, etc. Et après, d'avoir des signaux politiques, des signaux économiques et des signaux réglementaires qui nous permettent de lancer ça. Mais on est très loin d'en avoir besoin. La question du stockage ne se pose pas aujourd'hui. Avec ce qu'on fait en France, on n'a pas besoin de stocker quoi que ce soit. Ça, c'est pour, si tout se passe bien, en 2035, 2040, on aura besoin d'industrialiser le stockage. Mais encore une fois, on a les technologies, les savoir-faire, les infrastructures. La France a un incroyable talent. Elle l'a démontré quand dans les années 70-80, on est passé à 75% de nucléaire, c'est-à-dire une électricité peu pilotable, peu réglable, alors que la demande est variable. On a su inventer les steppes, les ballons d'eau chaude, les tarifs jour-nuit, etc., etc. Eh bien, si maintenant, au lieu d'être constant, on est variable avec une variation qui correspond un peu à la saisonnalité de nos consommations, on va aussi trouver des choses et je n'ai aucun doute sur la compétence de l'ingénierie française. Merci. Alors, je vais vous laisser à chacun 30 secondes. Et après, je passerai la parole à Djemil Seber pour une conclusion un petit peu. Je vous laisse 30 secondes pour nous dire quelques mots par rapport aux thématiques de notre débat. Ce projet dans la stratégie industrielle, dans la stratégie d'énergie renouvelable en France. Juste 30 secondes en termes de conclusion. Ce projet, ça fait 10 ans que je l'attends. C'est la bonne taille industrielle, au bon endroit, sur notre territoire, pour qu'enfin, la France prennent part de façon active à la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques. Moi, ça fait 20 ans que je l'attends, mais c'est exactement pour les mêmes raisons. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne nouvelle qu'un industriel de cette taille-là ait visé la France. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, oui, la France, elle a toutes les raisons d'être dans la course, et on va y aller. Et donc, voilà, je ne peux que me satisfaire de ce projet. Et quand il sera en place, je viendrai bien à l'inauguration sans aucun problème. 30 secondes. Bernard Christin. Ce soir, il y a eu effectivement un échange riche et intense, mais les temps participatifs en présence, où le public peut être immédiatement présent, il est important de les annoncer tout à l'heure. Je vais les rappeler en conclusion. C'est parfait, voilà, qu'on ne les rate pas. Djemil, tu as 2 minutes pour conclure ce débat avant que j'annonce les temps de la concertation. Merci Renaud. Je voudrais remercier tout d'abord les intervenants et nos spectateurs pour avoir suivi ce débat. J'espère que ça a apporté des réponses à vos questions. Et comme Renaud va bientôt, nous continuerons ces tables rondes dans les semaines à venir. Je voudrais tout simplement terminer par une chose qui est pour moi évidente et que je voudrais certainement transmettre ce message. L'énergie photovoltaïque est une énergie simple à mettre en œuvre. J'espère que vous l'a un peu démontré. Il y a aussi énormément de documentation sur Internet et autres. J'invite tout le monde à se cultiver parce qu'il est important de comprendre que c'est vraiment une énergie simple à mettre en œuvre. Deuxièmement, j'ai dit pour les bacs, il y a des idées reçues comme quoi l'énergie photovoltaïque n'est pas compétitive, est très très cher. Ceci a aussi été démenti ces 10 dernières années où l'industrie
à grande échelle, a réussi vraiment à comprimer les coûts. Les coûts d'aujourd'hui sont de 20% moins élevés que les coûts d'il y a 10 ans. Et nous, à REC et plus en général dans l'industrie, on est convaincu que le photovoltaïque est amené à être l'énergie du futur avec d'autres sources d'énergie renouvelable comme l'éolien, et on est convaincu de ça. Donc j'espère que ce débat a réussi à mettre des éclaircissements sur les points d'ombre que vous puissiez avoir sur cette source d'énergie. Merci. Merci. Je vais terminer. Donc, la concertation se poursuit. Nous nous retrouvons le 23 au centre de communication Smart, le 23 à 10h le matin, un atelier. Il faut s'inscrire, bien évidemment, pour des conditions sanitaires et ainsi de suite. Mais vous pouvez vous inscrire. Il y a déjà un certain nombre d'inscrits, mais il y a encore des places. On se retrouvera à la même heure le 30. C'est inscrit sur Internet. Sur Internet. Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet. On peut s'inscrire, c'est facile. Il y a un bouton « Inscrivez-vous ». Donc vous pouvez vous inscrire. Le 30, de la même manière, sur un atelier sur l'impact local, emploi, accueil local du projet, donc avec une table ronde en introduction et un temps d'atelier après. Vous pouvez aussi vous inscrire. Et le 4, on espère peut-être en présentiel, une réunion de clôture le 4 février à 17h30, toujours au centre de communication Smart. Là aussi, il faut s'inscrire à cause des conditions sanitaires. Je vous remercie, je remercie l'ensemble des intervenants et je vous souhaite à tous une excellente soirée.